La recherche que je vous présente, elle est tirée d'un projet H2020 européen qui s'appelait Scalings, et dans lequel on observait des expérimentations en différents domaines techniques, dont le véhicule autonome, et on regardait leur possibilité de passage à l'échelle. Donc de ces observations, on est en train d'écrire un papier dont le titre est actuellement affiché, qui s'appelle The Puzzling Road Toward Connected and Automated Driving Future. Alors, je ne l'ai pas traduit puzzling parce que en fait, ça nous permettait justement, ce mot anglais, de dire plusieurs choses en même temps, de dire d'une part que c'est un avenir qui est assez incertain en ce moment. C'est un avenir qui demande à faire beaucoup d'efforts de la part des industriels qui vont être concernés, mais aussi de la part des pouvoirs publics. Donc, c'est le côté challenge de puzzling. Et c'est aussi le côté très littéral du puzzle, en fait, puisqu'on a remarqué, nous, qu'il y avait comme de façon métaphorique des pièces à assembler pour arriver à éventuellement dessiner un futur avec ces pièces de puzzle. Et donc, ces pièces, elles ont deux dimensions, des dimensions spatiales et historiques, géographiques et historiques. Et donc, je vais essayer de vous décrire ça aujourd'hui, les changements technologiques en fonction de ces deux dimensions. Donc, ça va se découper en deux parties, de la même manière que l'article est en train d'être structuré. Donc, une première partie où on va parler plutôt des dimensions géographiques, avec une trajectoire en deux temps. Donc, d'abord, les limites du véhicule autonome tel qu'il a été conçu aujourd'hui, et la reterritorialisation, en fait, justement, des tests et des expérimentations de la conduite autonome et connectée que j'ai pu observer en Europe. Et dans une deuxième partie, puzzling, donc historical pieces. Et là, donc, on va plutôt aller chercher dans le passé. Je vais essayer de vous faire un récit de ce que j'appelle des principes technologiques. Donc, c'est des idées, en fait. Le principe technologique, c'est une notion que j'avais développée dans ma thèse qui permet de parler à la fois de l'assemblage technique, donc d'être sur des choses très concrètes de l'objet technique, mais aussi des entreprises qui le produisent et donc des collectifs industriels qui se mobilisent autour de cet objet technique. Et donc, il y a deux grands principes technologiques que je vais décrire. La conduite autonome et connectée, donc, que j'appelle CAC, là, et le personnel rapid transit, qui est un autre principe technique que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais que je vais redécrire par la suite. Donc, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Donc, la première partie, donc, sur les pièces géographiques de ce puzzle. Aujourd'hui, il y a les gouvernements du monde entier qui sont un peu mis en concurrence en ce qui concerne la question du développement de la mobilité et des innovations qui l'accompagnent. Et donc, le développement des technologies de la conduite autonome et connectée est, à mon sens, paradigmatique de ce phénomène. Et donc, on soutient comme idée dans l'article et dans la présentation d'aujourd'hui que la concurrence des États et des industries se traduit justement dans des choix techniques collectifs concernant les technologies, et que ces changements technologiques ne se produisent pas dans le vide, en fait, et qui se situent précisément dans des contextes régionaux et historiques. Bon, aujourd'hui, si on faisait un micro-trottoir, je pense, sur le véhicule autonome dans la rue, là, on en parlait un peu avec Étienne Faugier, si on demandait aux gens ce que c'est qu'un véhicule autonome, les personnes interrogées nous diraient qu'en premier lieu, elles pensent à un véhicule de type Tesla, donc un véhicule fabriqué par des big tech des compagnies américaines de type Waymo, Tesla, Uber, notamment leur robotaxi. Et donc, moi, j'appelle ces gens-là donc les acteurs du véhicule autonome, qui sont, à mon sens, assez différents des acteurs que je vais regrouper sous l'appellation conduite autonome et connectée, qui sont un petit peu plus larges, justement. Donc, on pense véhicule autonome, on pense innovation de rupture, on pense USA. Et ça, si c'est en partie vrai, je vais vous proposer aujourd'hui de complexifier un peu ce récit, justement, en allant piocher dans d'autres endroits que les États-Unis, et puis dans l'histoire aussi de la technique elle-même. Donc, la technologie qui est proposée via cet imaginaire du véhicule autonome, c'est un véhicule personnel, augmenté des capacités de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, c'est à la rencontre entre des GAFA et l'industrie automobile, on va dire. Avec des figures de proue comme Elon Musk, donc avec le PDG de Tesla, qui prétend depuis plusieurs années que ces véhicules sont capables de conduire en autonomie sans aucun support d'une infrastructure connectée. C'est un peu son chemin à lui, et le chemin d'autres aussi. Il va même plus loin en disant que son autopilote serait plus sûr qu'un conducteur humain. Alors, c'est un récit qui pourrait être convaincant si et seulement si il n'y avait eu aucun accident qui est arrivé entre-temps, et justement, ce n'est pas le cas. Donc, l'image ici illustre un peu les limites justement du véhicule autonome tel qu'il a été expérimenté aux États-Unis, des limites à la fois de l'objet technique et de l'expérimentation grand format dans des États américains, comme l'Arizona par exemple.
elle montre donc la limite aussi de la perspective centrée sur la voiture, c'est-à-dire que quelles que soient les technologies utilisées, parce qu'il y a eu des accidents avec les technologies de Uber aussi, que ce soit du lidar, du radar ou de la caméra, le fait de centrer la perception des dangers sur le véhicule seulement, donc entraîne ce genre d'accident. Ça, c'est un accident qui a eu lieu à Mountain View où la voiture n'arrivait pas à décider s'il fallait prendre la file de droite ou la file de gauche. Et bon, elle a décidé de prendre la file du milieu et ce n'était pas la bonne décision. Donc, ce qui s'est passé suite à ces accidents-là, nous, ce qu'on a remarqué donc, dans notre projet européen, c'est qu'il y a des événements donc, qui se tiennent à la Commission européenne. Donc, il y en a un qui est très important, qui s'appelle l'Eurocad, donc l'événement européen de Connected and Autonomous Driving. Et on a remarqué qu'il y avait eu un shift justement entre 2017, où il y avait beaucoup de constructeurs automobiles qui étaient mobilisés pendant cet événement-là, assez peu de gens de l'infrastructure, assez peu de transport public. Et l'événement de 2019, où donc moi je me suis rendu pour aller voir ce qui se passait, où là on était passé à un public assez différent, où il y avait des gens de l'infrastructure, des gens des transports, beaucoup de gens aussi des IoT, donc des véhicules, des objets connectés. Et aussi une approche un peu différente de ce qu'on voyait aux États-Unis, donc une approche beaucoup plus prudente, un step-by-step approach, et une approche donc où on dit OK, on va expérimenter, mais sous un contrôle assez fort en fait, des gouvernements et de la Commission. Et donc, ce qui s'est passé après, avec cet événement-là, mais qui était déjà en germe depuis quelques années, c'est qu'il y a eu ce qu'on a identifié, nous, comme une reterritorialisation en fait, des projets de conduite autonome et connectée, avec des sites de test qui ont fleuri un peu partout en Europe. Donc là, vous avez les 4 régions dans lesquelles on a regardé des sites de test avec les chercheurs de Scalings. Donc, il y a la région de Toulouse, mais il y avait d'autres régions dans le programme EVRA que Manon va présenter après. La Suisse, non, pardon, l'Autriche, le sud de l'Allemagne à côté de Stuttgart et aux États-Unis, en Grande-Bretagne avec des expérimentations sur un type de véhicule que je vais vous présenter. Donc voilà les sites de test que nous on a regardé en Europe. Donc au centre vous avez en fait les voitures qui ont été expérimentées dans la région de Karlsruhe et donc la région autour de Stuttgart. Donc, dans cette région-là, qui est une région historiquement centrée sur l'automobile, donc Audi, BMW, Volkswagen, l'accent a été mis sur une infrastructure de test qui permettait à ces industries de tester plutôt ce type de véhicule. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne testaient pas des transports aussi autonomes, hein, c'est-à-dire que l'accent était plus mis justement sur ce véhicule personnel automatisé. À droite, les pods, donc c'est en fait des espèces de petits véhicules autonomes de 6 places qui sont utilisés actuellement dans l'aéroport d'Heathrow et qui sont aussi utilisés à Masdar City. Donc on voit qu'ils sont encore dans une infrastructure, mais justement tout le projet, donc ça c'est les petits rails en béton qu'on voit en haut là. Tout le projet actuellement qui est actuellement en test en Grande-Bretagne, c'est de les libérer de cette infrastructure pour en faire quelque chose de plus autonome, de les faire sortir en fait de l'infrastructure, et donc d'alléger aussi les coûts d'infrastructure. À gauche, tout à gauche, donc on a les navettes. Donc ça, c'est un véhicule autonome déjà assez bien connu du grand public, qu'on retrouve un peu partout, dans tous les pays européens, mais même plus largement dans le monde entier. Donc c'est un type de véhicule assez intéressant à regarder aussi. Et donc, qui représente dans le cas français quand même une dominante sur les expérimentations, même si on expérimente aussi du robotaxi, de la voiture avec Renault, etc. Il y a quand même, je n'ai plus la proportion, mais une bonne dizaine d'expérimentations sur 16 qui font de la navette. Donc les navettistes, comment ils tirent parti de cet éclatement géographique et de la multiplication des sites de test? Ça, c'est une petite digression, mais je pense que ça peut intéresser les gens ici. Les navettistes, en fait, profitent de la course à les expérimentations lancée par les gouvernements avec le développement donc, de la conduite autonome et connectée. Donc, il y a EasyMiles, qui est une start-up toulousaine, et il y a aussi Navia, qui est une start-up lyonnaise. Alors, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Je vous applique rapidement comment ils profitent donc de cet engouement pour le test et l'expérimentation de véhicules autonomes. Ils ont multiplié leurs zones de test, en fait, là, comme on peut le voir. Ça, c'est une carte donc, de EasyMiles, où il y a plus de 200 zones de test d'expérimentation qui sont partout dans le monde. Ça, c'est en 2019, il doit y en avoir encore plus aujourd'hui.
Et finalement, à faire des entretiens avec les ingénieurs des images et les gens qui travaillent là-bas, on a l'impression qu'ils vendent finalement plus de l'expérimentation que des véhicules, et que l'expérimentation, finalement, dans ce cadre-là, est moins une étape pour faire un scaling d'une solution unique, que le moyen par lequel en multipliant les expérimentations, en fait, elles sont en train déjà de passer à l'échelle d'une manière un peu particulière qui ressemble à ce qu'on peut voir sur des compagnies qu'on appelle des pure players. C'est des compagnies qui collectent de la donnée. Donc les navettes, nous, on les a problématisées comme des instruments de collecte de données. C'est des véhicules autonomes qui collectent de la donnée à la fois sur les passagers, notamment avec les gens qui sont à l'intérieur, qui sont censés faire de la sécurité, mais qui recueillent aussi des informations sur le comportement des passagers, sur leur environnement routier, les piétons, les autres véhicules, les infrastructures, et sur le réseau de transport sur lequel elles viennent se greffer en général. Elles prennent un peu de données à cet endroit-là. Mais c'est aussi des instruments qui sont des plateformes de test pour leurs actionnaires. Alors ça, c'est une particularité qu'on a découverte aussi avec les entretiens avec EasyMiles. C'est-à-dire qu'en fait, EasyMiles a deux shareholders, donc Continental et Alstom, et ils servent de plateforme de test très technique pour le coup. C'est-à-dire que Continental vient tester sur les navettes EasyMiles des capteurs qui vont après peut-être passer à l'échelle sur les autres véhicules. Et Alstom, au niveau d'un autre niveau un petit peu plus large de système de mobilité, ils gardent un œil sur ce qui se passe en étant partenaire d'EasyMiles. Donc, alors attendez, il faut que j'avance un petit peu, j'ai mes notes à côté. Donc, on se retrouve donc là pour résumer donc, ce qui se passe dans cette première partie là, des dimensions géographiques. On a vu que donc, depuis l'événement de l'Eurocad, donc l'événement de la Commission européenne, il y a de nombreux projets qui se développent un peu partout. Il y a des contextes locaux et des situations, notamment la configuration des industriels, qui façonnent en profondeur les versions du véhicule autonome qu'elles sont en train de produire, qui est testé, et autour de quelle une infrastructure est censée se développer ou pas. Donc, notamment les navettes, il faut une sacrée infrastructure pour les faire fonctionner aujourd'hui. Je pourrais vous donner un exemple dans la discussion du cas de Toulouse. Donc, cette situation nous laisse avec un futur donc, de ces technologies qui est assez incertain encore en Europe, dans le sens où elles semblent se développer de manière inégale, avec un futur qui se construit par îlots en fait, d'îlots d'expérimentation sur tout le territoire européen, avec des versions un peu différentes. Malgré cela, malgré cet éclatement en fait, des versions du véhicule, on observe qu'il y a des programmes nationaux qui essayent de rattraper un peu et de connecter tous ces tests-là, donc notamment le programme EVRA que va présenter Manon. Mais il y a aussi les entreprises qui sont en train de connecter les différents sites, donc EasyMiles qui tente notamment de collecter un maximum de données et donc qui fait une certaine forme de connexion et qui, elle aussi, essaye d'assembler les pièces du puzzle à son avantage. Pour l'instant, le seul point commun qui a été trouvé en Europe pour essayer de donner une voix aux véhicules autonomes et connectés, c'est les télécommunications avec la 5G. Et même ce principe-là est un peu remis en cause, enfin même clairement remis en cause en France, avec tous les débats sur la 5G, les sceptiques, etc. Donc maintenant, je vais passer donc sur la dimension temporelle. Et donc, je vais essayer de vous décrire les récits donc, des deux principes technologiques. Donc, un que j'appelle conduite autonome et connectée, et l'autre personnel rapide transit. Donc, comme vous le voyez donc, sur cette image, on a sur le côté gauche, en fait, plutôt l'imaginaire donc, des véhicules autonomes et connectés, avec en bas le volant du camion Mercedes de Prometheus, qui est en fait un programme que je vais vous décrire juste après, mais qui était un ancêtre en fait, des systèmes de véhicules autonomes. Et son évolution potentielle aujourd'hui, ça c'est une photo de synthèse. Sur la droite, en fait, ce qu'on voit là, c'est un des premiers modèles de personnel rapide transit qui a été développé aux États-Unis. Et donc, en fait, chacune de ces deux parties de la slide sont ce que j'appelle donc des principes technologiques. Donc, un qui est plutôt basé sur la voiture personnelle et donc sur le véhicule motorisé, on va dire, qu'on connaît, et un autre qui vient plutôt du monde du transport, qui est basé sur le rail et qui est donc le PRT. Dans mon domaine de recherche, donc les STS, les Science and Technology Studies, on aime dire que ça aurait pu être autrement. Et donc, on va voir justement que ces deux principes technologiques qui ont cohabité pendant assez longtemps et qu'il aurait pu en être autrement. Mais les deux principes technologiques, en fait, adressaient à peu près les mêmes questions, c'est-à-dire c'était des innovations de rupture, enfin, en tout cas, elles se présentaient comme telles.
Et c'était aussi des innovations censées résoudre à la fois des problèmes de trafic, des problèmes de pollution, des problèmes de parking, etc., etc. Donc, elle répondait aussi au même problème avec un peu la même vision d'un solutionnisme technique, en fait, hein, de ces problèmes-là, quoi. Et donc, après, avec des visions, comme je le disais, complètement différentes, une vision transport public et une vision plutôt constructeur automobile. Donc là, les racines, quand nous, on a… Enfin, ce n'est pas nous qui le problématisons en plus comme ça, c'est même les constructeurs européens qui se sont remis dans ce chemin-là, en fait. Souvent, le véhicule autonome d'aujourd'hui est présenté comme le continuum des ADAS, et c'est d'autant plus vrai avec les accidents qu'il y a eu aux États-Unis, c'est-à-dire que pour rassurer justement le public et les autorités publiques, les constructeurs européens souvent réinscrivent en fait le véhicule autonome, non pas comme une technologie de rupture comme ça peut être présenté aux États-Unis, ils adoptent un autre récit, qui est de le dire, c'est en fait une continuité des systèmes ADAS qui sont des systèmes d'aide à la conduite et de sécurité. Il y a deux dimensions qui en fait, on va dire, guident cette trajectoire technique-là. C'est le désir d'autonomisation, autonomisation vis-à-vis du conducteur, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se débarrasser du conducteur et donc pouvoir conduire un véhicule sans conducteur. Et l'autre, c'est est-ce qu'on peut faire ça sans infrastructure. Ces deux dimensions qui sont assez importantes. Les ADAS, donc d'où ça vient principalement d'un projet européen qui s'appelait Prometheus, qui a été fait dans les années 80-90 avec 6 États membres, et vous voyez une sacrée somme d'argent public, 750 millions d'euros en équivalent d'aujourd'hui. Et l'idée de Prometheus, c'était de dire, OK, on a des problèmes de trafic, de trafic routier, et on va essayer donc de rendre le trafic routier plus efficient avec des technologies. Et on va essayer d'augmenter à la fois le véhicule et l'infrastructure, et donc d'augmenter aussi le degré de sûreté de ces véhicules, puisque c'était aussi un problème dans ces années-là, et ça l'est toujours, hein. Mais ce qui s'est passé avec Prometheus, c'est qu'en fait, ils ont beaucoup plus investi sur le véhicule personnel au final que sur l'infrastructure. Et ça vient aussi de la façon dont les ingénieurs ont réfléchi au problème, hein. C'est-à-dire que donc, dans la première dimension donc, de l'autonomisation, remplacer le conducteur par un ordinateur, il y a un personnage très important qui s'appelle Ernst Dickmann, qui est un spécialiste de la visualisation par ordinateur, qui est reconnu comme l'inventeur d'un système qui permet aux véhicules d'apprendre à voir. Donc, c'est un système avec des caméras et de l'intelligence artificielle. Et donc, l'idée de ce monsieur, de Ernst Dickmann, et des équipes de recherche qui travaillaient pour Daimler et Mercedes, si je me souviens bien, c'était de répondre à la problématique donc, de l'autonomisation du véhicule donc, vis-à-vis du conducteur, mais aussi vis-à-vis de l'infrastructure. Et donc, on voit que la situation telle qu'elle est problématisée ici, c'est une citation donc, d'un film promotionnel de Jaguar qui était aussi un constructeur automobile pris dans Prometheus. Les problèmes de congestion du trafic, là on est dans les années 80, en fait, ne sont plus facilement réglables en construisant plus de routes, en fait, parce qu'on arrive à une sorte de limite environnementale, un problème de place, c'est très cher, etc., etc. Et donc, la réponse technique envisagée, qui est celle de Dickmann, en fait, il va falloir éliminer les câblages, donc tout ce qui est justement un peu l'imaginaire du PRT, des transports guidés, pour conduire de façon autonome sur l'autobahn, ici en Allemagne. Et on peut le faire avec la vision. Ce qui est intéressant de voir aussi avec le projet Prometheus, c'est que c'est les mêmes sites quasiment Enfin, on retrouve des sites géographiques de la première partie, c'est-à-dire le sud de l'Allemagne à Stuttgart, avec Daimler, etc. Et la France, où ils ont fait une expérimentation, notamment sur l'autoroute A1, qui fait un peu penser à l'expérimentation d'aujourd'hui sur les robotaxis entre Charles de Gaulle et la Défense. Donc, après le projet Prometheus, ça s'éteint un petit peu, cette idée de véhicule autonome, etc. Ce qui se passe, c'est que les constructeurs implémentent les technologies qu'ils ont développées avec les fonds publics du projet Prometheus. Mais ça meurt un peu, l'idée meurt un peu en Europe, hein. Et ça bascule aux USA, et on retrouve un peu ce rêve de l'autonomie, du véhicule autonome, avec les projets, les challenges DARPA, qui sont financés en fait par le ministère de l'Armée aux États-Unis, et qui dit OK, mais faites-moi un véhicule qui peut bouger de façon autonome n'importe où, même en dehors des routes. Et donc là, ils repartent un peu de zéro, hein. Ils décident de ne pas faire ça justement avec des caméras, mais de plutôt donner l'accent sur les systèmes de navigation GPS.
Et ces recherches, donc semi-publiques, hein, semi-privées, hein, parce qu'il y a des universités, etc., sont en fait le ferment du véhicule autonome qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, ceux qui récupèrent les fruits de ces recherches-là, c'est Waymo, donc Google, Tesla, Uber, qui du coup récupèrent donc, ce principe technologique, mais sachant qu'en récupérant ce principe technologique, il récupère aussi sa manière de problématiser les choses, c'est-à-dire une approche centrée sur le véhicule. Et donc là, on reboucle avec ce que je disais au départ. Donc, cette manière de problématiser justement la technique. Et donc, ça ne remet pas en cause, finalement, l'infrastructure sur laquelle reposent quand même ces véhicules, hein, parce que ça reste des véhicules routiers, c'est-à-dire, donc, ça ne remet pas en cause le fait que la réponse va quand même rester plus de véhicules, plus de routes, et finalement, on améliore les véhicules sans améliorer la route. Donc, on reste sur une vision de la voiture améliorée. Et voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans ce parcours-là, c'est qu'en fait, il y a eu depuis toujours une alternative qui a été explorée aussi en parallèle donc, de ces projets de l'ADAS vers le véhicule autonome. Il y a eu le PRT, donc le Personnel Rapid Transit. Donc, le Personnel Rapid Transit, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une sorte de moyens de transport à mi-chemin donc, entre la voiture personnelle et donc le transport public sur rail, hein, le transport public guidé, qui a été testé et retesté. Donc, ça, c'est la première mouture, on va dire, qui a été faite par des gens qui faisaient des ingénieurs de mail, qui délivraient en fait des systèmes de triage de lettres, et qui pensaient qu'on pouvait faire la même chose avec des humains. Donc, une petite voiture qui se cale sur des rails et qui après donc, vous conduit dans le centre-ville de l'endroit où vous habitez. Donc, il y a eu des expérimentations partout dans le monde à ce moment-là, qui ne sont pas sans rappeler les expérimentations qu'on trouve aujourd'hui avec les navettes et les véhicules autonomes. Donc, c'était la mode. Hein. C'était depuis les années 60-70. En France, on a eu Matra qui avait lancé le projet Aramis dans les années 80, dans les années 60-67. Il y a eu le Computer Control Vehicle System qui a été mené entre 60 et 78 au Japon, et le PRT de Morgantown qui a été exploité par Boeing en 1975. Donc, c'était une expérimentation, mais qui est toujours en fonction, en mode dégradé justement à cause des infrastructures très importantes qu'ils avaient faites. C'est une des raisons, hein. Mais aussi parce qu'il n'y a pas eu assez de financement, hein, public. Et donc ce PRT a existé et était une alternative tout à fait crédible, hein, à ce moment-là, dans les années 70. Avec le projet Aramis qui s'éteint en 1987, les fonds publics en fait, délaissent un peu cette solution technique. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'au moment où ils délaissent cette solution technique, on voit des fonds publics qui basculent de façon assez massive sur le projet Prometheus, justement, parce que 87, c'est la date du lancement du projet Prometheus aussi en Europe. Donc, on pourrait se dire, OK, on en arrête là avec le PRT. Alors, de façon assez surprenante, je suis retombé dessus en 2001, c'est-à-dire que l'Europe remet un peu d'argent sur la table et dit, OK, on lance le projet EDICT. Le projet EDICT, c'est 4 villes en Europe qui sont amenées à étudier la possibilité de faire des PRT modernisés, hein, à la sauce année 2000. Et donc, il y en a 3 sur les 4 qui font des projets tout à fait virtuels. Mais il y a Cardiff qui décide de faire les pods et qui fait un test track de pods. Et donc, ils inventent cette technologie des pods, sauf que Cardiff, les fonds publics ne suivent pas pour la suite, et donc ils décident finalement de ne pas installer les pods de façon durable dans leur ville. En revanche, les porteurs du projet se décalent autre part, dans un autre endroit, et proposent à un consortium industriel de l'aéroport d'Heathrow de lancer les pods. Et donc, en 2010, les pods sont installés à Heathrow et ça marche très bien. Et donc, ça fait 10 ans que les pods sont installés à Heathrow. Et donc, pour reboucler encore avec ce que je disais au départ, on voit que ça se boucle un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, les pods essayent de sortir de ces petits rails de béton pour devenir des véhicules encore plus autonomes avec moins d'infrastructures et alléger l'infrastructure. Donc voilà les principes technologiques, donc les trajectoires que j'ai voulu évoquer. La première en haut, là, on va donc des ADAS, des systèmes d'assistance, à un véhicule vraiment autonomisé avec tous les limites qu'on a pu voir. Et la deuxième trajectoire, où on part du PRT, on arrive vers du PODS qui tend à s'autonomiser aussi.
Donc, pour conclure, hein, comment la conduite autonome et le PRT sont en train de s'enchevêtrer aujourd'hui et donc de quelle manière on peut les observer. Donc là, vous avez un panel de ce qu'on peut voir. Hein. On voit qu'il y a donc deux voies qui se croisent, hein, et qui se mélangent. Les versions de la conduite autonome font toute partie donc d'un spectre technologique commun qui va donc du rêve d'une autonomie totale à un système de PRT à grande échelle. Hein. Et la plupart du temps, les versions qu'on observe, c'est un mélange de ces deux assez curieux. Donc, il faut arriver à un peu démêler les choses hein, avec les acteurs eux-mêmes hein, qui s'inspirent aussi de ce qu'ils connaissent. Hein. Donc, on voit un mélange avec une perspective plutôt centrée sur la voiture et une perspective plutôt centrée sur le transport. Ce que nous apprend l'histoire du coup de ces deux principes technologiques, c'est qu'on a deux options qui ne cessent d'échouer, mais aussi qui ne cessent d'être expérimentées. Et elles n'échouent pas pour les mêmes raisons. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui échouent parce qu'il n'y a pas assez de fonds publics, et il y en a d'autres qui échouent pour des raisons techniques. Et donc, on voit aussi que dans les deux cas, ce qui a été assez limitant, c'est les capacités justement des ordinateurs et des intelligences artificielles sur lesquelles on mise beaucoup. C'était le cas du PRT, hein, qui avait des limites avec ça, mais ça a été aussi le cas donc, des véhicules autonomes aujourd'hui. Donc, malgré les promesses faites, on voit qu'il y a donc ces limites-là, que la conduite autonome, comme on l'a prétendu, finalement, elle n'est pas si autonome que ça, parce qu'en plus, il y a toujours de l'infrastructure qui est cachée derrière. Hein. C'est-à-dire que le véhicule n'est jamais totalement autonome. Soit il se base sur des panneaux qui existent, des lignes, voilà, voire même des satellites. Hein. Au pire des cas, ce serait ça. Mais donc, c'est une infrastructure plus ou moins voyante, plus ou moins coûteuse. Hein. Voilà. Donc, en fait, le sentiment qu'on a, nous, à la fin de ce projet-là, c'est de se dire, en fait, il y a des choix techniques qui sont faits et qui essayent chacun de trouver le bon mélange de distribution cognitive entre l'infrastructure et le véhicule, et avec ça, le bon modèle économique qui va derrière. Donc, si les limites donc, de l'intelligence artificielle et de l'infrastructure sont apparues un peu comme des choses nouvelles hein, pour les nouveaux arrivants, Tesla, Waymo, Uber, qui ont pris ça un peu en pleine face. Hein. Elles sont moins nouvelles pour les anciens constructeurs hein, qui ont adopté des chemins beaucoup moins téméraires. Hein, c'est-à-dire que Renault et BMW, etc., ils ont privilégié quand même des sites de tests privés. Ils font des expérimentations sur la voie publique, mais avec un contrôle quand même beaucoup plus accru que ce peut le faire Tesla, qui donne son véhicule à des particuliers. Hein. Donc, on a quand même des logiques qui sont vraiment assez différentes entre l'Europe et les États-Unis. Voilà. Et donc, pour revenir sur l'argument général qu'on développe nous dans notre papier, hein, et que je veux bien discuter avec vous hein, si vous en avez envie, c'est de dire que finalement, on voit que la pluralité des versions de la conduite autonome et connectée présente des difficultés parce qu'elle est en train donc, de créer tout un tas de pièces de puzzle sans vraiment savoir vers quoi ça va tendre. Et que du coup, on se retrouve avec des sortes d'îlots d'autonomie voilà, un peu partout en Europe, et on a du mal à les connecter et à les assembler. Donc voilà, moi j'ai terminé on pourra aller plus loin dans la discussion, mais je vais laisser la parole à Manon pour la suite, qui va nous faire un focus donc, sur le programme d'expérimentation français. Merci Mathieu. beaucoup. Merci Mathieu. Donc, à mon tour de partager l'écran. Normalement, ça devrait être bon. Donc, Manon Eskenazi, donc moi je suis doctorante au Lab Urba et je termine une thèse en urbanisme et aménagement sur le vélo, sur les politiques et pratiques du vélo, et en même temps je fais le grand écart et je travaille au LVMT sur le projet SAM, qui est un programme d'expérimentation de véhicules autonomes dans toute la France. Et qui a démarré en 2019. Donc moi, je vais plutôt, qui a démarré en 2019, qui se termine en 2022, 2023. Et donc, je vais vous présenter un peu finalement des pistes de réflexion à partir de ce programme, qui sont donc tirés d'un travail de recherche qui est en cours. Et voilà, donc ça va plutôt être des pistes de réflexion, notamment sur les expérimentations de véhicules autonomes et les jeux d'acteurs qui vont les porter. Ils vont aussi un peu, voilà, comme le disait Mathieu, le véhicule autonome aujourd'hui, c'est un peu, finalement, le futur est incertain et la manière dont sont conduites les expérimentations et les acteurs qui les portent vont aussi orienter
c'est mon hypothèse, elles vont orienter les formes que prendront la mobilité autonome. Donc, le véhicule autonome, j'aimerais d'abord faire un petit retour sur la généalogie du projet SAM, car les orientations qui ont été prises par la politique nationale vont logiquement influencer la forme que prennent localement les expérimentations. Et pour ça, il faut revenir un peu en arrière. Donc, en 2014, au lancement des 34 plans du programme Nouvelle France industrielle, qui était piloté à l'époque par le ministre de l'économie Arnaud Montebourg. Et le véhicule autonome faisait alors partie de ce plan avec comme objectif de faire de l'industrie française de l'automobile et du transport une des pionnières dans la conception des véhicules autonomes pour tous. Et ce qu'il faut noter, c'est que le véhicule autonome, en 2014, il est vraiment porté au niveau national par l'industrie automobile. Et Carlos Ghosn, qui est chef de projet de ce plan véhicule autonome, et les industriels qui sont concernés sont en majeure partie issus membres de la plateforme de la filière automobile, et les opérateurs de transport public sont très peu présents dans ce plan. Il n'y a que RATP qui est mentionné dans l'équipe de projet. Et même quand on regarde les objectifs du plan en 2014, le véhicule autonome, il a d'abord vocation à renforcer la sécurité routière et à dégager à terme pour le chauffeur en toute sécurité un nouveau temps libre ou productif. Et ensuite est mentionné le fait qu'il va permettre de développer de nouveaux services de transport public souples et adaptables. Donc, juste pour montrer que finalement, le véhicule autonome, dans sa définition dans la politique nationale française, il est d'abord porté par l'automobile, et que la question du transport public, elle va venir, elle va se renforcer, et elle va être mise en avant un peu plus tard, même si elle a toujours été très liée finalement au véhicule autonome, elle va quand même être renforcée à partir de 2018, lorsque la stratégie nationale du véhicule autonome est lancée dans la continuité de Nouvelle France industrielle, avec le plan de développement de véhicules autonomes à horizon 2020-2022. Donc, la stratégie nationale, elle a pour objectif de faciliter l'émergence puis le déploiement de technologies innovantes en matière d'autonomie de conduite, et elle s'appuie sur les assises de la mobilité qui ont lieu en 2017 pour définir les enjeux auxquels doit répondre le véhicule autonome. Et l'objectif défini par cette stratégie, c'est de tirer pleinement parti des potentialités des véhicules autonomes en matière de mobilité rénovée. Par mobilité rénovée, ce qui est entendu, c'est des mobilités plus propres, plus accessibles et plus connectées. Et donc, dans cette stratégie-là, le véhicule autonome, il doit pouvoir répondre à des problématiques locales de mobilité en ouvrant de nouvelles opportunités de services. Et là, donc, on voit qu'il y a vraiment une orientation qui se fait et qui va guider ensuite l'action publique, qui est que le véhicule autonome, il doit en priorité prendre la forme de système de mobilité partagé plutôt que de se développer comme véhicule particulier. Il ne faut pas qu'il y ait plus de véhicules particuliers autonomes sur les routes. Il faut qu'il soit là, le fer de lance finalement du développement de nouveaux services de mobilité partagée à destination notamment des zones peu denses, pour les publics en situation de handicap, pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont moins accès au transport. Le véhicule autonome doit permettre de fournir des solutions qui n'existent pas aujourd'hui. Mais lorsque la stratégie nationale est développée, et même encore aujourd'hui, en fait, les formes que vont prendre les services de mobilité autonome ne sont pas définies, elles sont encore à définir, parce que la technologie qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas arrivée à maturation. Et depuis le lancement de la stratégie, il y a plus de 100 expérimentations qui ont été lancées, dont le programme d'expérimentation du véhicule routier autonome, EVRA, qui doit nourrir la réflexion sur le cadre de déploiement de la mobilité autonome. Quelle forme va-t-elle prendre? Quand les véhicules autonomes circuleront-ils? Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les formes qu'elle va prendre, sur le calendrier. Et on en est encore aujourd'hui finalement au stade de validation de la technologie. Beaucoup de questions restent en suspens. L'appel à projet EVRA qui est lancé en 2019, il doit permettre de tester la sécurité et l'acceptabilité du véhicule autonome dans plusieurs cas d'usage. Et de cet appel à projet vont émerger 2 consortiums. ENA, dont Magali a parlé tout à l'heure, qui comporte 3 expérimentations de navettes autonomes, et SAM, pour sécurité et acceptabilité de la mobilité autonome, qui comporte 13 expérimentations de véhicules particuliers, de navettes et de logistique.
Et donc, là, ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, ce véhicule autonome, il va se développer dans un cadre de gouvernance qui est très complexe, qui fait intervenir beaucoup d'acteurs différents, qui sont issus à la fois du secteur privé, comme je disais, porté fortement par l'automobile, mais aussi aujourd'hui par le transport public. Également, j'en parlerai assez peu, mais il faut quand même le noter, hein, il y a aussi la question de la logistique qui est une orientation assez forte de la politique nationale, mais aussi par des acteurs publics, donc à la fois au niveau national et au niveau local. Et c'est ça que j'aimerais vous explorer un peu aujourd'hui avec donc le programme SAM qui a été donc lancé en juin 2019. Et le programme SAM, donc c'est un consortium qui a été porté principalement par des industriels, mais auxquels sont associés les territoires. Alors porté par des industriels parce qu'il est porté notamment par la plateforme française de l'automobile, et les porteurs d'expérimentation, donc ceux qui ont conçu les expérimentations sont des industriels, donc principalement des constructeurs automobiles, PSA, Renault, mais aussi des opérateurs de transport public, RATP, Keolis, Transdev et SNCF, et d'autres acteurs, donc issus plutôt côté infrastructure et communication, mais aussi de nouvelles startups de la mobilité. EasyMile, dont a parlé Mathieu, et sur l'expérimentation de Toulouse, et Twinswheel, donc, qui est une société qui produit des droïdes pour la livraison, les compagnons de livraison. Associés à ces acteurs industriels, donc on a des acteurs publics, donc, qui vont des acteurs de la recherche, dont le LEMT et l'école des ponts, qui vont évaluer ces expérimentations sur un certain nombre d'aspects, que ce soit la question de la sécurité, du trafic, de l'acceptabilité, l'analyse environnementale et analyse socio-économique et de la gouvernance. Et ces évaluations, elles doivent servir à nourrir, à alimenter finalement la stratégie nationale. Ce qu'il faut noter sur ce consortium, c'est que les industriels et les évaluateurs sont financés pour les expérimentations, mais les territoires qui vont aussi participer à la mise en place des expérimentations, notamment par le financement de l'infrastructure, eux ne sont pas financés. Et en fait, là, on a un premier déséquilibre finalement dans la conception des expérimentations qui fait qu'elles vont être principalement portées par les industriels et que les territoires vont devoir mettre de leur poche pour financer des expérimentations et vont plus ou moins s'impliquer dans la conception. Comme je disais, donc, il y a 13 expérimentations. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est sur des métropoles qui sont un peu partout en France, dont beaucoup en Île-de-France aussi. On a donc soit des expérimentations donc, de navettes autonomes, de robotaxis, et sur certains terrains, on a des expérimentations mixtes, donc navettes et robotaxis, donc deux types d'acteurs industriels différents, deux types d'acteurs privés différents sur un même terrain qui vont amorcer de nouvelles formes de collaboration avec l'action publique. Et tout ça pour donc ces deux objectifs principaux du programme qui sont de tester et évaluer la sécurité du véhicule autonome et d'alimenter en connaissance la stratégie nationale du véhicule autonome pour en définir les orientations. Et à ce niveau-là, ce qui est une particularité de la stratégie nationale du véhicule autonome, c'est que c'est les acteurs qui sont membres du consortium SAM, les acteurs qui portent SAM, sont aussi des acteurs qui font partie de la stratégie nationale. Et qui font partie notamment des groupes de validation de sécurité, donc un groupe de validation de la sécurité pour le véhicule particulier, pour l'automobile, et un groupe de validation pour le transport public. Et les acteurs de SAM font partie de ces groupes, sont des référents membres de ces groupes, et donc vont alimenter directement, à partir de ce qui est produit dans le consortium, vont alimenter directement la stratégie nationale. Donc il y a un lien très fort finalement entre ces expérimentations et la politique nationale du véhicule autonome. Un point sur la question du cas d'usage, c'est que on parle dans les expérimentations des cas d'usage expérimentés. La stratégie nationale, elle définit des cas d'usage qui sont finalement
pas encore des services, mais des situations dans lesquelles le véhicule peut rouler de façon autonome. Alors, c'est de rouler de façon autonome, plus ou moins, parce que finalement, quand on y regarde bien, les expérimentations dans ça, mais elles en sont au niveau 3, donc avec un opérateur à bord qui peut reprendre le contrôle, et elles aimeraient passer au niveau 4 sans opérateur. Mais c'est bon, on n'y est pas encore, notamment parce qu'il y a des difficultés à obtenir les autorisations de roulage au niveau national. Donc, il y a les, comment dire, donc c'est ça, ce qui peut amener un certain frein, mais ces cas d'usage, finalement, ils sont définis très, très précisément en fonction de ce que le véhicule autonome peut ou ne peut pas faire techniquement. Et donc, ils ne correspondent pas encore à des services. On est vraiment sur aujourd'hui sur finalement des projets techniques dans lesquels le service apparaît pour certaines expérimentations comme annexe et comme quelque chose qui va être ajouté par la suite. Ce qui peut poser des problèmes dans la conception de l'expérimentation et dans le rapport avec la puissance publique. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le véhicule autonome est encore peu autonome. Les acteurs publics qui font partie du consortium ont parfois l'impression que les projets sont très techniques et que les usages ne sont pas encore pensés. Et pour l'intégration des expérimentations dans une politique plus large de mobilité, penser une expérimentation technique sans une expérimentation de service est quelque chose de difficile à soutenir. C'est cette question des enjeux de faire coïncider les enjeux industriels et les enjeux politiques qui va poser problème aujourd'hui dans la définition et dans la conduite de certaines expérimentations. Donc, un point que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est aussi qu'on a connu une année assez particulière qui fait que le programme, certaines expérimentations ont dû être redéfinies en fonction de la crise sanitaire et que le calendrier des expérimentations a pris pas mal de retard. Ce qui fait que la question des enjeux industriels et de la conciliation des enjeux industriels et des enjeux politiques est encore plus cruciale, car il y a eu entre-temps, il y a eu des changements dans les équipes métropolitaines qui fait que les expérimentations sont parfois remises en question par les nouveaux exécutifs. Et cette question des enjeux, on en a pour le moment à partir des expérimentations qu'on a pu étudier, on en a identifié 3 ou 4 en fonction des enjeux industriels et des enjeux politiques. Pour les enjeux industriels, l'expérimentation, elle va servir donc à tester la technologie, notamment à essayer de passer au niveau 4 d'autonomie. Ça va être pour certains acteurs de tester de nouveaux services, de diversifier des activités et surtout de montrer sa capacité à exploiter des véhicules autonomes, notamment en matière de sécurité. Mais les enjeux politiques qui vont être associés pour ces expérimentations, ça va être principalement de soutenir l'économie et l'industrie locale et de développer le marketing territorial, et dans certains cas, de répondre à des problématiques locales de mobilité ou d'éviter ce qu'ils appellent l'effet trottinette, c'est-à-dire d'être capable pour les collectivités aujourd'hui d'anticiper l'arrivée des véhicules autonomes si elle se fait et de ne pas se faire déborder par le véhicule autonome comme ils ont pu se faire déborder par les trottinettes. Du coup, ces différents enjeux, ils vont conduire à des stratégies différentes des acteurs politiques et des acteurs industriels. À partir de quelques expérimentations, on a pu regarder un peu à travers la revue de presse, à travers les discours, d'identifier finalement comment les différents acteurs impliqués dans les expérimentations se positionnaient sur ces différents enjeux. Et donc, on voit que pour certains territoires, l'expérimentation va être vraiment intégrée dans une réflexion. Il y a toujours cette question du marketing territorial et
du soutien à l'économie locale qui est assez fort pour une grosse partie des expérimentations, mais pour certaines, la question de l'intégration dans un réseau de transport en commun va être importante, alors que pour d'autres, non. Tandis que dans les enjeux industriels, la question du test technique est toujours très présente. Alors, ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, on peut aussi observer finalement des différences de positionnement entre les acteurs industriels, qui soient constructeurs ou acteurs du transport public. Comme le disait tout à l'heure Mathieu, en fait, on n'est pas sur les mêmes postures, on n'est pas sur les mêmes cultures techniques. Et donc, typiquement, les acteurs, les constructeurs vont moins se positionner sur les questions d'exploitation des véhicules que les acteurs du transport public, tandis que ça va être tandis que la diversification, par contre, des activités va être assez importante pour les deux. Ces interactions entre les enjeux industriels et les enjeux politiques nous ont amené un peu à identifier deux grandes tendances dans la gouvernance des expérimentations qui va instruire, on va dire, qui peut donner des pistes de réflexion sur ce que vont être le futur de ces expérimentations et de ce que pourrait être le futur du véhicule autonome, au moins à un horizon assez proche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les expérimentations et donc le véhicule autonome, il est porté par des acteurs industriels. Et les acteurs publics s'en saisissent de façon assez différenciée en fonction des territoires et en fonction de leurs intérêts locaux. Pour certains territoires, pour certaines expérimentations, l'expérimentation va être portée principalement par l'industriel sans grande implication des acteurs publics. C'est le cas notamment quand l'expérimentation prend place dans un site fermé dans lequel il n'y a pas forcément besoin d'implication de la puissance publique. Et dans ce cas-là, elle n'est pas soumise on va dire, aux variations dans la manière de faire l'action publique. Mais c'est aussi le cas dans certaines expérimentations où c'est l'industriel qui va porter l'expérimentation. La puissance publique ne va pas forcément s'y intéresser, va autoriser l'expérimentation, ne pas forcément s'y intéresser. Et ça va poser quelques difficultés dans la définition de l'expérimentation et la définition du service de mobilité, où en fait, les industriels n'ont pas toujours une bonne connaissance du territoire, et ce qui va amener à une définition de cas d'usage qui ne vont pas toujours correspondre à la réalité du territoire. C'est le cas notamment pour une expérimentation qui avait défini un tracé au début et qui, en bout d'1 an, s'est rendu compte qu'il y avait des travaux très importants sur son tracé, qui était là depuis plusieurs années, et qui finalement, elle va devoir redéfinir le tracé de l'expérimentation au bout d'1 an. À l'inverse, on a des métropoles et des collectivités qui vont être vraiment dans une démarche de co-construction de l'expérimentation, en cherchant vraiment à intégrer celle-ci à une politique de mobilité locale et de faire répondre l'expérimentation à des besoins qui ont été identifiés préalablement et qui ont donc été dont la réponse a été co-construite avec l'industriel, qu'il soit opérateur de transport public ou qu'il soit constructeur. C'est le cas notamment à Rouen, où l'expérimentation de véhicules autonomes fait suite à une expérimentation qui avait déjà eu lieu avec les deux opérateurs, donc Transdev et Renault. Et donc là, il y a vraiment une logique de construction dans la durée de l'expérimentation qui répond à des besoins, des enjeux industriels locaux, et en même temps, pour faire répondre ces expérimentations à des problématiques de mobilité locale. La problématique qui se pose dans ces cas-là, c'est que finalement, les besoins des collectivités ne sont pas toujours possibles techniquement. Typiquement, à Rouen, un premier tracé avait été identifié en périurbain, et en fait, le constructeur a fini par dire que ce n'était pas encore possible techniquement de le faire. Donc, il y a une redéfinition ensuite pour faire correspondre les besoins de la collectivité à la capacité technique du véhicule autonome, avec une baisse, on va dire, des attentes des pouvoirs publics. Pour celles qui ont du mal à se positionner, et ben en fait, ça va avoir quand il y a, on va dire, une moins grande implication des acteurs publics dans l'expérimentation, on peut aussi observer une plus grande fragilité de celle-ci quand elle a lieu, notamment avec sur voie publique. Elle va être plus soumise aux aléas finalement
des finances publiques et de ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on a eu un changement d'exécutif dans plusieurs métropoles qui fait qu'il y a un changement de priorité et qu'il faut faut que les acteurs publics, les acteurs des services techniques rejustifient l'expérimentation devant les acteurs, les élus. Voilà, donc pour finir, j'aimerais juste soulever quelques questions sur le fait, tout d'abord, comme j'expliquais, qu'il y a un décalage finalement entre le temps de l'apprentissage et de l'amélioration de la technologie, de l'expérimentation qui se heurte au temps politique et aux besoins du territoire, qui fait que pour l'expérimentation n'est pas forcément sûre d'être conduite, elle n'est pas forcément on n'est pas sûr que le véhicule autonome soit vraiment, réponde vraiment aux enjeux du territoire tels qu'ils ont été identifiés par les élus actuellement, et que ce décalage entre un véhicule autonome qui n'est pas encore mature et les promesses dans le futur qui n'ont pas encore été démontrées et les besoins et les attentes des politiques actuelles rendent incertain un peu le futur de ce véhicule. D'autre part, on est encore dans une problématique de définition de service. On est aujourd'hui dans des expérimentations très techniques, et dépasser cette dimension technique pour pour créer des services qui répondent à des besoins de mobilité locaux est un exercice qu'il faut mettre en place et qui est encore un peu difficile à faire. Et enfin, on peut peut-être envisager de nouvelles formes de collaboration entre les acteurs privés et les acteurs publics, notamment entre des acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, comme les constructeurs automobiles et les collectivités sur des projets de mobilité, et peut-être à une redéfinition aussi du rôle des services, oui, du rôle des constructeurs dans la mobilité, qui vont peut-être diversifier aussi leurs compétences pour définir de nouveaux modèles d'affaires et de nouveaux services de mobilité autonome. Voilà, je crois que j'ai un petit peu débordé, donc je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Merci, merci Manon. Merci Mathieu aussi pour ta présentation. On peut prendre quelques questions, bien évidemment, pour Mathieu et pour Manon. Est-ce qu'il y a des questions? Arnaud? Ouais, merci Étienne. Merci beaucoup pour ces deux présentations. Alors, moi, ma première question, c'était plutôt pour Mathieu sur la première présentation. D'abord, je voulais juste peut-être souligner une forme de paradoxe de reterritorialisation qui se fait en fait en le sortant du territoire et en les mettant dans des sites propres ou des sites vraiment spécifiques. Et ils ont maintenant une problématique de reterritorialisation. Je ne sais pas comment pour en ressortir. Ma question, ça c'était plutôt un commentaire, une remarque, mais ma question était plutôt sur vu qu'il y a deux généalogies entre les PRT et puis la conduite autonome venue plutôt de l'automobile. On voyait bien comment il y a des logiques de systèmes différentes. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les logiques d'industriels derrière? Est-ce que c'est pas les mêmes industriels, c'est pas forcément les mêmes fonctionnements, les mêmes marchés qu'ils visent, les mêmes usages de techniques qui pourraient être réutilisés ailleurs en fait. Donc on a vu que ça pouvait être des éléments de test, les navettes pour Alstom, pour Continental, mais donc voilà. Et en même temps, Alstom Continental, on voit là une alliance entre un monde plutôt ferroviaire et un monde plutôt routier. Donc j'aurais bien voulu en savoir plus sur est-ce que les industriels se partagent aussi entre ces deux généalogies ou sont plus mixtes, enfin voilà, quelque chose là-dessus. Je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir répondre aussi dans l'audience, hein, mais c'est clair que pour les constructeurs automobiles, leur but, une des pistes qu'ils sont en train d'explorer, c'est est-ce qu'on peut changer vraiment un peu radicalement de modèle économique. C'est-à-dire que pour l'instant, ils vendent des voitures à des particuliers. Ils se posent la question, en tout cas chez Renault, de mobility as a service. Est-ce qu'on peut se rapprocher du transport public? Et en fait, du coup, c'est compliqué pour eux parce que ça veut dire ne plus s'adresser à des particuliers, mais s'adresser à
à des collectivités locales. Et ça, ce n'est pas trop dans leur culture d'entreprise. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui aussi pose problème pour les expérimentations, c'est qu'ils sont beaucoup moins à l'aise à travailler avec des collectivités locales que Transdev ou des gens qui travaillent depuis toujours avec des collectivités locales. Et je trouve que, effectivement, ce que vous dites sur les navettes EasyMail, c'est vraiment symptomatique de l'enchevêtrement des façons de voir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens de l'automobile comme Continental qui testent des techniques et des gens comme Alstom qui testent aussi des techniques. Hein. Ils testent des caméras, des choses comme ça, mais qui a aussi une approche de système de transport hein, et qui, eux, veulent savoir quelle va être la solution dans le package de transport qui va être intégrée. Et parce que Alstom, ça lui permet aussi de surveiller ce que font les opérateurs de transport, en fait. Et les opérateurs de transport, eux, dans leur panel de solutions, ils veulent avoir ce dernier truc de last mile, enfin, dernier kilomètre. Ils ont besoin de l'avoir dans leur offre parce qu'en fait, on leur demande. Et c'est devenu un peu un must-have, enfin, un truc à avoir, quoi. Il y a les municipalités le demandent, donc il faut l'avoir. Alors, en même temps, bon, ça ne marche pas tout à fait comme on l'aimerait, parce que par exemple, sur le truc de Toulouse, donc, qui est justement dirigé plutôt par Alstom, on voit que l'infrastructure derrière, moi, ça me laisse un peu sceptique sur le passage à l'échelle. Hein. C'est-à-dire que pour faire le test du véhicule autonome, en fait, c'est une ligne droite avec un rond-point et c'est 800 mètres de ligne droite avec un parking pour amener les gens à l'Oncopole de Toulouse. Pour faire ce trajet-là, ils ont dû équiper le rond-point de 8 feux rouges. Donc, c'est plus un rond-point, hein, c'est devenu un croisement avec plein de feux rouges, quoi, pour laisser passer la navette en toute sécurité. Des caméras pour surveiller évidemment le trajet de la navette. Une petite base un peu déportée pour avoir éventuellement, dans l'idéal, un conducteur déporté qui surveille la navette, mais qui pourra en surveiller plusieurs. Et le coût de cette opération-là, pour la commune, parce que ce n'est pas EasyMail qui l'a financé, c'est 400 000 € pour une expérimentation. Et on ne sait même pas si ça va être pérennisé, en fait. Et donc, on voit mal comment ce coût-là peut être reporté à l'échelle d'une ville, d'une agglomération, ou encore pire, à l'échelle d'une commune, quoi, ou d'une communauté de communes qui n'a déjà pas les moyens de se payer un chauffeur thermique, enfin classique, quoi, un vrai chauffeur, quoi. Donc, bon, voilà, j'ai peut-être un peu fait une digression, et je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent répondre à votre question hein, sur... Mais les logiques et les modèles économiques sont effectivement en train d'être un peu rebattus dans tous les sens. Hein. C'est tout le problème que rencontrent les acteurs de ERA hein, et de ENA, enfin de ENA et de SAM. Merci Mathieu. Mathieu, une question rapide avec des réponses courtes. Oui, je veux bien. Merci Étienne. Bon, c'était passionnant, bien évidemment. Pas très optimiste à la fin. Alors, je pense que Franck Cazenave va rééquilibrer la balance, mais toujours est-il que la vraie problématique, et je pense qu'elle est évoquée à l'instant, c'est celle naturellement de l'infrastructure et de son coût, et donc des contradictions possibles entre l'universalisme de l'automobilisme traditionnel et la perspective dégradée, tout simplement, de cet automobilisme dit autonome, dont on est très loin, bien évidemment, et l'atterrissage de telles technologies se fait à un coût qui est exorbitant, et qui est à des années-lumière de ce que l'on entend par l'automobilisme traditionnel. Donc, partant de là, c'est sur ces dégradations acceptables pour une société comme la nôtre aujourd'hui, et somme toute, elle en accepte beaucoup au travers de la crise Covid, mais enfin, est-ce que cette crise Covid n'est pas qu'un opportunisme pour faire justement accepter cette dégradation finale? Alors, c'est une remarque. À ce stade, j'imagine qu'il y aura beaucoup d'autres éléments après la présentation de Franck qui pourront réenchérir là-dessus. Mais je retiens quand même l'idée de l'atterrissage très difficile. Et ça, Bruno Latour l'avait vu et ça avait évidemment impacté de façon aporétique Aramis. Voilà, il n'y a pas d'endroit tel quel aujourd'hui, si ce n'est vers un centre d'oncologie. Ouais, c'est du cancer. Donc, c'est très peu optimiste. Enfin, Aramis, il a atterri, mais en fait, il s'est transformé en métro, ça donnait un Orlyval, quoi. Oui, réinventer le transport en commun, j'aime beaucoup. Mais exactement. Et, juste un peu pour réagir, effectivement, c'est la question de l'infrastructure, elle est très importante et c'est aujourd'hui ce pourquoi il y a une problématique pour les acteurs publics de se saisir du véhicule autonome parce que pour un certain nombre, le véhicule autonome devait résoudre des problématiques d'accessibilité dans des zones peu denses
Et aujourd'hui, les zones peu denses, ça coûte cher à équiper. Et en fait, elles ne peuvent pas supporter le coût de l'expérimentation pour mettre en place le véhicule autonome là-bas. Et donc, après, à justifier face à des élus qui demandent pourquoi est-ce qu'on fait de l'expérimentation du véhicule autonome en zone dense, là où il y a déjà du transport, et ben, ça devient compliqué. Et c'est effectivement peut-être une des raisons pour lesquelles mon discours était un peu pessimiste à ce niveau-là, c'est que tant qu'on ne pourra pas résoudre les problématiques d'infrastructure dans les zones peu denses, et là où il a un vrai potentiel et où il y a des vrais besoins, et ben, il sera difficile à mettre en place. Mais peut-être que Franck, du coup, aura des pistes de réflexion là-dessus. Et ben voilà, merci Manon, mais merci Mathieu pour vos remarques et votre retour. Franck,